Il est là. Luc Carbonneau, Bonjour. comment ça va? Ça va très bien, toi? Hey, c'est le fun que tu sois là ce matin. Je suis content d'être là. Ça faisait longtemps, plus qu'on s'était pas vu. Là. Disons Ça que fait, ça fait très longtemps. Ouais, les horaires n'ont pas coordonné trop. On va essayer de régler ça parce qu'après les fêtes, Luc sera avec nous occasionnellement, là, une ou deux fois par mois, Exact. pour venir nous parler de l'Everest qui va bien. Ouais. La première question qui me vient à l'esprit, c'est qu'on a perdu notre instructeur en milieu d'automne. Oui, exactement. Et est-ce que ça a changé? Parce qu'il y avait à peu près une moyenne de 500. Oui. Est-ce que ça a changé quoi? Ben, écoute, je pense qu'on sent l'équipe peut-être plus à l'aise, je pense. On voit que Bruno Guy fait un excellent travail au niveau de la gestion de l'équipe, au niveau des tactiques de jeu. C'est sûr qu'on en demande beaucoup à Bruno, on ne se le cachera pas, mais Bruno a accepté le titre intérimaire d'entraîneur-chef jusqu'à la fin de la saison. Je pense qu'il est en train de vraiment mettre son équipe à la main. C'est sûr que des fois, c'est pas évident parce que là, on se retrouve seulement à 2 entraîneurs derrière le banc. En plus, avec Stéphane Poulin, qui est vice-président des opérations de l'équipe, c'est un petit peu plus compliqué cette année, malgré tout, de combiner les 2 postes. En plus que Stéphane s'occupe également du junior 2A, en plus, avec le SM Concept. Donc, on s'est rallié un peu derrière Bruno, puis je pense qu'honnêtement, on fait de l'excellent travail. Stéphane fait de l'excellent travail pour supporter Bruno, puis je pense que c'est vraiment un travail d'équipe ensemble, là, de supporter Bruno de différentes façons, avec Stéphane Comeau également. Puis honnêtement, Bruno fait de l'excellent travail, je ne peux pas lui enlever. On l'appelle encore, Bruno, le coach par intérim. Il est par intérim jusqu'à la fin de la saison. Est-ce qu'il est par intérim à temps plein ou si... Il est intérim à temps plein. OK. Est-ce qu'il a été nommé officiellement? Non, il ne sera pas nommé entraîneur-chef d'ici la fin de l'année officiellement. On va vraiment attendre la fin de la saison pour voir qu'est-ce qui va arriver au niveau de ce poste-là. Autant que du point de vue de Bruno que du point de vue de l'équipe. C'est sûr et certain que Bruno va rester dans le giron, là, peu importe ce qui va arriver, mais pour l'instant, c'est entraîneur-chef par intérim. Là, puis c'est vraiment la clé, c'est de maintenir un peu de stabilité. Puis après ça, on verra de quelle façon ça va se développer. Bon, comme tu es commentateur puis que tu suis tous les matchs, là, tout, c'est un gros mot. Là. Mettons la majorité, c'est dans l'année. OK. Toi, personnellement, comment tu trouves Bruno Guay? Sincèrement, je le trouve vraiment très bon. Tu sais, je pense que ça prend... C'est parce que c'est pas évident non plus de gérer des jeunes de 16 à 20 ans. Déjà là, en partant, c'est l'une des prémices de base. Ouais, c'est un bon point, ça, oui. Il faut savoir comment les encadrer. Puis je pense que Bruno, avec l'expérience qui a été diverse au cours de sa carrière au niveau d'hockeyeur, que ce soit au niveau midget ou encore dans le semi-professionnel, Bruno a vraiment un encadrement pour dire « Hey, c'est pas nécessairement parce que tu es dans le junior 3A que ta carrière est finie. » On le voit par exemple avec différents joueurs. Je pense à Alexandre Chagnon qui avait été capitaine en 2019-2020, qui 2018-2019 ou 2019-2020, je me souviens plus exactement l'année, mais qui a été en mesure d'aller signer un contrat avec McGill, donc de représenter les Redbirds de l'Université de McGill, de jouer universitaire. Donc, la finalité du Junior 3A, souvent, c'est de je ne serais pas capable de déboucher. Mais on le voit, il y a des joueurs qui vont jouer en Europe, il y en a d'autres qui vont jouer un peu partout. Donc, avec Bruno, avec une expérience comme ça, ça démontre juste aux jeunes, hey, il n'y a pas juste une voie pour une carrière de hockeyeur professionnel. Il y en a plusieurs. C'est toi qui dois décider exactement de quelle façon tu vois ton avenir et tu vois ta carrière. Peut-être oui comme joueur, peut-être que tu vas décider de tourner en arrière du banc, mais chaque match d'expérience que tu vas prendre à long terme dans ton parcours de junior 3A va te servir, que ce soit dans ta vie en général ou dans ta carrière sportive, parce qu'il y a des leçons de vie que tu vas apprendre, que ce soit junior majeur ou junior 3A, ça reste des mêmes leçons de vie que tu vas apprendre en équipe. Est-ce qu'il y en a plusieurs qui se rendent au junior majeur? Parmi toute la ligue, là, parce que pas juste l'Everest. Il y en a quelques-uns. Je vais prendre par exemple l'Everest. Parce que c'est la prochaine étape. Exactement. Je vais prendre l'exemple de l'Everest. En ce moment, il y en a 2. Il y en a 3 qui ont fait la navette. Dans le cas de 1, je parle surtout dans le cas de Tommy Cormier, où est-ce que là, dans son cas, il a resté avec les Tigres de Victoriaville jusqu'à la fin de la saison, puis il fait très bien. Mathis Demers est allé jouer avec les Foreurs de Val-d'Or dans les Maritimes. Là, je pense qu'on était à Moncton, Cap-Breton. Puis je pense à Caddy Bathurst dans le cas de Mathis Demers. Puis, donc, on voit, il y a des joueurs qui vont jouer. Là. C'est pas parce que dans le Junior 3 une saison complète que ça veut dire nécessairement que le circuit courtois il est fermé à vie. Là. C'est encore ouvert, c'est encore des possibilités, mais il faut que tu travailles, puis il faut que tu mettes de l'énergie. Puis ça, je pense que c'est la beauté de la Ligue de hockey Junior 3 du Québec, c'est-à-dire que tu es capable d'évoluer et de progresser. OK. L'an passé, il n'y avait qu'un seul homme. Oui. Pour faire. Mais il y a 2 ans, il y a 1 an, 2 ans, je ne sais plus de quel jongler. Oui, c'est ça, pour faire tout le travail. Là, ils sont 2. Ouais. Est-ce que toi, parce que tu suis
quand même beaucoup l'Everest. Est-ce que tu as vu du changement? Est-ce que ça a été une amélioration que d'avoir deux personnes, c'est-à-dire un directeur général puis un entraîneur, ou que Simon Olivier, qui a fait du bon travail, soulignons-le, parce que c'est quand même lui qui a été derrière le banc et qui a monté le club. Là. Exactement. Alors, quelle différence tu vois aujourd'hui? Je pense qu'il y a vraiment une différence au niveau de la perception. Pas nécessairement de la perception, c'est pas le bon mot, dans l'opinion. C'est-à-dire que avec Stéphane et Bruno, tu peux avoir deux visions qui vont s'affronter. Tu sais, c'est pas obligé. On appelle dans le jargon, là, mettons en politique, on dit souvent le yes man. Tu sais, la personne qui va tout le temps dire oui à qu'est-ce que tu penses ou à qu'est-ce que tu dis. C'est ce qui est le fun avec Bruno et Stéphane, c'est que les deux sont capables de se challenger, de se défier et d'offrir des perspectives qui sont différentes. Tandis qu'avec Simon, aux deux postes, c'est sûr que Simon, d'un autre côté, Simon, quand il était seul, avait plus de ressenti. Il était mieux capable de sentir ce qui se passait. Parce qu'il était derrière le banc et directeur général. Exactement. Il occupait la double fonction. Donc, à ce moment-là, c'est plus facile de jauger vraiment ton banc puis de peut-être mieux comprendre de ce quoi tu as besoin. Tandis que là, ça force plus un échange au niveau des communications, plus un échange vraiment au niveau des opinions à bien exprimer également. C'est peut-être plus un défi de ce point de vue-là. Puis honnêtement, moi, je pense que Stéphane et Bruno font de l'excellent travail à ce chapitre-là. OK. Maintenant, si on regarde le club, comment ça va cette année? Écoute, moi, personnellement, j'ai été très surpris. Je savais que l'équipe allait se tenir en milieu de peloton, mais je ne pensais pas qu'on allait vraiment être à la limite là, du edge du top 4. L'équipe est dans le top 6. Ce bas est à 3 points des Condors de Beauce-Appalaches après cette fin de semaine. C'est vraiment une équipe qui est très complète. Il y a peut-être certains manques à combler, peut-être au niveau de la défensive, peut-être un poste en attaque, mais c'est vraiment une équipe qui regorge sur une bonne première ligne. Je pense à Alex Labbé et Jacob Lavallée. Alex Labbé connaît tout simplement une saison phénoménale. On parle d'un joueur qui a déjà 57 points en 24 rencontres. Il est sur un rythme d'une saison de plus de 100 points. Et ce qui est très intéressant d'Alex Labbé, c'est qu'il est sur le point de battre un des records de l'équipe. Il est à 2 matchs de la séquence de matchs avec au moins un point qui avait été établie par Yann-Cédric Gaudreau, qui avait commencé en 2019 et qui s'était terminé à la fin de la saison 2019-2020. Le record, c'est de 21 matchs consécutifs. Alex Labbé est sur une lancée de 19 matchs de suite avec au moins un point. Je pense que durant cette période-là, c'est environ 45 points qu'Alex Labbé a amassé. Donc, c'est tout simplement énorme ce qu'il est en train de faire. C'est le meilleur joueur de l'équipe, là, sans l'ombre d'un doute. Polyvalent dans les deux sens de la patinoire. Au niveau défensif, Charles-Antoine Elima fait vraiment de l'excellent travail. C'est vraiment un défenseur de type offensif qui ne se gêne pas pour monter l'attaque. Parfois, c'est peut-être un petit peu plus difficile, peut-être ose trop d'y aller offensivement. Mais quand on regarde le reste de l'équipe, je pense à Vincent Boulay également, qui est un Magny-Montois, qui fait très bien sa première année. Là. On parle souvent de la différence de tomber junior majeur, pas junior majeur, mais passer de midget 3A au rang junior. C'est quand même un gros défi. Est-ce que les dépisteurs le regardent, ce joueur-là? Bien, il a signé un contrat de joueur affilié avec les Huskies de Rouyn-Noranda lors du camp d'entraînement à la fin de l'été. Donc, il est affilié avec les Huskies de Rouyn-Noranda. Il y a du développement à faire dans son cas. Il faut continuer à travailler, mais écoute, il fait très bien. Puis c'est jamais facile de se retrouver une saison que tu n'as quasiment pas joué et que tu te retrouvais parmi les plus vieux du circuit Yannick Lévesque. Là, tu te retrouves l'année suivante dans le circuit Fixby, où est-ce que là, tu es dans les plus jeunes, puis où est-ce que c'est les... on commence vraiment à prendre le physique d'un homme, où est-ce que les muscles on commence à être développés vraiment pour de bon, puis qu'il y a encore un travail à faire pour certains, surtout quand on est plus jeune. Donc, c'est tout simplement de continuer le travail de développement là, dans plusieurs joueurs. Toi qui es là depuis un certain temps, est-ce que tu crois que la pandémie, parce que tu parles justement des moments qui étaient inactifs, est-ce que tu penses que ça a affecté les joueurs? Oui. Oui? Oh, oui. Puis ça, c'est pas juste c'est pas juste avec les vrais de la Côte Parce que l'entraînement n'est pas écrit à nulle part. Non, c'est ça. C'est une discipline personnelle. Bien, il y a deux choses. Je pense que on l'a vraiment vu au niveau des réflexes hockey sur la patinoire, l'intelligence du jeu. On l'a vu qu'il y a peut-être eu une petite stagnation. Et ça, c'est pas juste dans le Junior 3, c'est ça à tous les niveaux qui n'ont pas joué toute la saison. Donc, je parle à l'exception du Junior majeur, que ce soit dans le Midget 3A ou dans le Bantam ou dans le Pee-Wee. On a vu vraiment une petite stagnation là, où est-ce que ça a pris 2-3 mois avant de redémarrer la machine correctement. Au niveau du développement physique aussi, on l'a vu à différents paliers. Il y a certains joueurs qui s'en sont tirés, qui ont été en mesure de garder la forme, qui l'ont même amélioré. Mais de manière générale, on l'a senti à travers les différents niveaux de hockey, qu'il y a vraiment eu une difficulté là, au niveau physique de garder la forme à 100%.
pendant la pandémie. Là. Ça a fait mal énormément au niveau physique. À partir du 3A, parce que c'est quand même un calibre, là, les gens qui vont voir l'Everest le disent, là, que c'est du bon calibre, c'est du bon hockey. Ouais. Mais là, à partir du joueur qui part du 3A puis qui arrive dans la Ligue junior majeure du Québec, est-ce qu'il y a 3 ou 4 marches à monter? En termes de qualité de jeu ou de... Moi, je vais vous donner l'exemple de Tommy Cormier. Ma question, c'est est-ce qu'il y a tant de différence? Non, elle est vraiment pas grosse, mais c'est souvent dans la fraction de seconde. T'sais, on parle souvent de un joueur junior comparativement à la Ligue professionnelle. Il y a une grosse fraction de seconde ou encore la Ligue américaine avec la Ligue nationale. Mais cette fraction de seconde-là existe aussi dans la Ligue entre la Ligue de hockey junior 3 du Québec et la Ligue de hockey junior majeure du Québec. Donc, c'est des fois confondant entre les deux. Il y a vraiment une petite coche. Elle n'est vraiment pas grosse, mais c'est souvent au temps de réaction qui va faire la différence. Mais on le voit dans certains joueurs. Moi, je pense à Tommy Cormier qui est sur une séquence de 10 matchs, 10 matchs avec au moins un point dans ses 11 derniers. La différence est vraiment pas grosse. On parle vraiment de choses minimes, que ce soit surtout plus dans l'exécution au niveau des plans de match que des habilités en tant que telles. Parce que les joueurs, souvent, les meilleurs joueurs du Junior 3A vont quand même avoir de très bonnes habiletés pour évoluer dans la Ligue d'hockey junior majeure du Québec. OK. Parce qu'il faut le dire que quand on regarde dans la Ligue nationale, quand les joueurs arrivent dans la Ligue nationale, souvent, c'est pas la performance qu'on le voyait soit dans le junior majeur, dans l'américaine. Ouais. C'est à peu près le même... Exactement. Écoute, il reste à peu près 4 minutes. Est-ce que tu me laisses parler d'une dernière chose? Je voulais le mentionner. Puis aussi, il faut mentionner dans tout ce brouhaha-là que Jonathan Labrie est revenu de l'Alberta finalement. C'était le gardien numéro 1 de l'équipe. Donc, on l'a vu, là, tu sais, quand tu parles de la fiche de 500, là, ça a fait avec Steve Quentin, ça a fait une grosse différence quand Labrie est revenu avec l'équipe aussi. OK. Et est-ce qu'il y a d'autres joueurs comme ça qui vont... Non, pour l'instant, il n'y a pas d'autres. L'équipe est complète? L'équipe est complète. Puis il va rester comme ça jusqu'à la fin de la saison? La période des transactions s'ouvre à partir de la fin des cégeps. Donc, c'est-à-dire, je pense que les périodes d'examen finissent le 22 ou 23 décembre. La période d'échange va ouvrir jusqu'à la fin des championnats mondiaux juniors. Tu m'amènes à te poser la question, est-ce que tu crois qu'il pourrait y avoir des échanges? Je sais pas. Écoute, sincèrement, ça va être une très bonne question parce que il y a beaucoup d'équipes qui sont compétitives. Cette année, c'est vraiment très rapproché. Là. J'ai rarement vu le classement de la Ligue de hockey junior 3 du Québec où est-ce que tu as 10 points d'écart entre la première et la 6e position à mi-saison. Ça fait longtemps que j'ai pas vu ça. Donc, ça dépend dans quelle position que Stéphane va vouloir se placer parce que si vous avez 6 équipes qui veulent aspirer aux grands honneurs, on s'entend que sur le marché, ça va demander des prix très élevés. Ça, c'est automatique. Donc, je pense peut-être pas que Stéphane va être agressif là, sur le marché. C'est lui qui va décider. Il connaît son hockey, alors je ne peux pas m'empêcher de lui parler des Canadiens. Ah, je pensais que tu allais me dire Lewis Hamilton et Max Verstappen. Ça aurait été plus intéressant que parler du Canada. Canadien de Montréal, en finale de la Coupe Stanley l'année passée, Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Je te résume ça en 3 mots. Non, 2 mots. 57 millions. Le problème est réglé. Est-ce que tu crois que c'est Kotkaniemi, non. qui est parti? Le point, c'est qu'avec 57 millions, sa masse salariale qui est amputée, puis que vous avez une longue liste de blessés qui part du plafond puis qui descend jusqu'en bas, c'est sûr et certain que ça rend... Il n'y a aucune équipe dans la Ligue nationale aujourd'hui qui peut se priver de 57 millions de sa masse salariale puis faire comme... C'est rien, je m'en lave les mains puis je suis capable d'avancer. C'est impossible. Puis malheureusement, c'est ce qui arrive avec le Canadien. Quand tu te retrouves déjà en partant le début de la saison, avec 18, 20, je pense que c'était même jusqu'à un certain point, 26 millions pour commencer la saison, que tu n'as pas de joueurs qui jouent. Tu sais, ça fait mal aussi. Puis on parle de Price, on parle de Weber, mais tu sais, Paul Byron, on l'a vu en séries éliminatoires, a fait beaucoup, a marqué des buts importants, a fait des jeux importants dans les séries éliminatoires l'an passé. Tandis que là, cette année, tu te retrouves sans Paul Byron, sans Shea Weber, sans Carey Price. On parle vraiment d'un noyau de vétérans qui ont eu de l'expérience, qui ne l'ont pas eu facile nécessairement à différentes périodes de leur carrière. Et tu te prives de ces éléments-là. C'est sûr et certain que ça allait te rattraper un jour ou l'autre. Puis malheureusement, pour Dominique Duchamp, il faut faire avec puis tenter de compenser. Est-ce que tu crois que le nouveau vice-président exécutif, là, et possiblement le directeur général, qu'on ne sait pas qui ça va être, là, Ouais. est-ce que tu crois que ça va, qu'il peut remettre cette équipe-là sur les rails? C'est quand même un gars d'expérience. Moi, je pense que... Gorton? Jeff Gorton. Moi, personnellement, j'aimerais ça qu'il fasse comme qu'il l'a fait avec les Rangers de New York. En 2017-2018, ce qu'il avait fait, une belle lettre publicisée dans les journaux. On tombe en mode reconstruction. On vous avertit d'avance. Laissez-nous 4 ans. Vous allez voir, l'équipe va être compétitive. Puis on le voit avec les Rangers. Là, si ça n'avait pas été de l'affaire Tom Wilson, Gorton sera encore avec les Rangers, avec Chris Drury. Et on regarde les Rangers en ce moment, là.
Écoute, c'est un méchant club, là. Peut-être pas pour cette année, mais pour les prochaines années, les Rangers là, vont être équipés pour veiller tard et pas à peu près. Fait que moi, honnêtement, au niveau de sa gestion, j'ai aucun problème. Je fais entièrement confiance à Jeff Gorton et le directeur général. Moi, la question, j'ai hâte de voir, ça va être qui le directeur général? Est-ce que c'est juste quelqu'un qui va prendre la place pour parler français? J'espère que non. Alors, on va continuer au mois de janvier à parler de l'Everest, mais j'aime toujours ça poser certaines questions sur le Canadien de Montréal. Et on parlera des Nordiques au mois de janvier. Non, s'il vous plaît, non, on passe à un autre appel. Je ne peux pas m'empêcher d'y passer. Et surtout que il y avait un tournoi de quilles en fin de semaine et je voyais un joueur de quilles, Laval-Leblanc, qui avait une boule des Nordiques. J'ai dit, ta boule va prendre la valeur. Est-ce que nous verrons... Oui, je pense qu'on a les Nordiques à Québec? On a quelques années avant que ça arrive, je pense. On va en reparler. Luc Carbonneau sera avec nous le 29, 30, 31 décembre. Il me remplacera. Il prendra la barre de CMA TV pour 3 émissions. Alors, merci, j'apprécie. Ça fait grand plaisir. Merci de laisser place de faire confiance à la prochaine génération aussi. Ben oui. Alors, on va rajeunir l'équipe pour entre Noël et le jour de l'an. Merci, Luc. On se retrouve au mois de janvier, mais en décembre pour le remplacement à CMA TV. On s'arrête dans quelques instants. La nouvelle positive, les avis de décès, et on rencontre, ou on reçoit aujourd'hui, en l'entrevue du jour, Marc-Antoine Tanguay pour Allô, prof. Reste avec nous.